Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon visionnage. J'imagine que cette vidéo va être diffusée après le court-métrage Noir. J'aimerais commencer du coup par remercier la Maison de l'Afrique de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir vous montrer mon court-métrage. Également de m'avoir invité. Malheureusement, avec la situation sanitaire actuelle, ça a été compliqué de venir en présentiel. Mais voilà, c'est un geste que j'apprécie réellement et je vous remercie donc pour cela. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Lorenz Davis, j'ai 26 ans et je suis d'origine française et afro-américaine et donc métisse. Je suis comédien et je réside à Bordeaux. Donc voilà, j'ai fait pas mal d'études dans le théâtre notamment. Ensuite, j'ai déménagé aux États-Unis quand j'avais 18 ans, où je suis resté pendant 2 ans. J'ai continué à me former en tant que comédien en participant à plusieurs stages, notamment des stages sur le masque, sur le jeu à la caméra, sur Shakespeare. Et ensuite, je suis revenu en France où j'ai continué des études de théâtre. Et là, actuellement, je me suis ouvert également à la pratique de la danse. Et je suis dans une formation professionnalisante du danseur. Et je m'intéresse également à toutes sortes d'arts, que ce soit en tant que spectateur. Je suis très sensible à toute forme d'art, que ce soit la danse, la musique, le théâtre, le cinéma, la peinture, les arts plastiques, mais également en tant que praticien. Donc du coup, je suis intéressé par tout ce qui est art vivant, donc danse, théâtre et également musique, je chante également. Euh, donc Noir, c'est un court-métrage que j'ai réalisé avec un assemblage de mots du livre La prochaine fois le feu de James Baldwin. Donc James Baldwin, qui est un auteur afro-américain que j'apprécie énormément, qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup fait grandir de par ses écrits, et dans lequel je me reconnais un peu de par son histoire. Donc il a grandi aux États-Unis, à Harlem, dans la pauvreté. Et ensuite, il a déménagé en France, il a beaucoup voyagé, il est allé en Turquie également. Mais il s'est vraiment installé à Paris et puis il est un peu tombé amoureux de la France, qu'il appelle son pays d'adoption, et dans lequel il est mort à la campagne. Euh, de par ce lien entre ces deux pays qui sont les miens, je ressens une profonde connexion avec James Baldwin. Et comme je vous l'ai dit, c'est un homme, un grand homme qui s'est essayé aux romans, aux essais, aux pièces de théâtre, qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup réfléchi sur l'histoire des Afro-Américains et sur le racisme dans le monde. Du coup, la démarche du film, c'est un film où j'ai voulu un peu mélanger les arts. Donc j'ai décidé de faire un film interdisciplinaire. Et donc du coup, c'est né de la collaboration d'artistes noirs résidant à Bordeaux, en France. Donc du coup, d'artistes issus d'Afrique ou de sa diaspora. Donc il y a une peintre qui s'appelle Danielle Gombi-Bokino, une danseuse qui est dans ma classe qui s'appelle Roxane Nelzi. Danielle est du Congo, Roxane est de Martinique. Il y a également une musicienne qui s'appelle Mélissa Yé, qui est du Burkina Faso. Jérémy Drouillard, le vidéaste, qui est du Sénégal. Et également 2 chanteurs, donc Warren Tanjama et Yasmina Mboy Boy, qui sont de l'île de la Réunion. Et moi, du coup, euh, moi dans le film, j'ai fait la voix off et j'ai également chanté. Donc avant de réaliser Noir, ce que j'ai fait, c'est que je me suis repenché un peu sur le livre La prochaine fois le feu, qui est un livre percutant et que j'avais déjà lu dans mon adolescence. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai beaucoup relu. J'ai essayé du mieux que je pouvais de m'imprégner du livre. Et ces lectures ont été essentielles parce que dans ce livre, Baldwin ne va pas dans la retenue.
il va pas dans la retenue, il dit les choses telles qu'elles sont, et donc du coup il peut parfois avoir un ton qui est un peu menaçant ou revendicateur, mais c'est toujours juste et c'est toujours sincère. Et comme après avoir fait le court-métrage, j'ai pas mal de gens dans mon entourage qui ont lu le livre, certains ont pu me dire que ils avaient adoré la lecture, mais qu'elle avait été émotionnellement dure. Parce que c'est vrai qu'il parle de choses qui peuvent être dures, mais pour moi, c'est des choses qui sont essentielles de nommer. Et c'est essentiel d'ouvrir le discours et la conversation sur ces problématiques, même si elles sont dures. Il ne faut pas vivre dans l'illusion. Et Christiane Taubira, du coup, a écrit la préface de la version, la traduction française, et elle qualifie ce livre de pépite. Et je suis d'accord avec elle, c'est effectivement une pépite. Moi, je pense que si beaucoup de monde, plus de monde pouvait avoir accès à ce livre et à cette lecture, le monde serait différent. Et donc, du coup, elle parle du monde dans lequel on vit. Elle énonce un monde inégalitaire, un monde qui se donne à voir sans se cacher. Il est injuste et il le montre, et il est violent et il l'assume. Et donc du coup c'est ça qui peut paraître dur, mais face à un monde qui l'est, euh, c'est notre devoir de regarder la vérité en face et de se poser des questions par rapport au mode de fonctionnement du monde dans lequel on vit. Du coup, Baldwin, dans ce livre, il dresse un peu une analyse du racisme. On sent un peu la douleur qu'il ressent dans ses propos. Il y a également un message de modération et d'amour qu'il brandit un peu comme la solution et la porte de sortie à tous nos maux collectifs. Et je pense que c'est ça qui fait que cet écrit est effectivement une pépite. C'est une pépite que j'admire, que je porte dans mon cœur et qui m'a beaucoup inspiré. Pour moi, La prochaine fois le feu, c'est avant tout une réalité, un témoignage d'une réalité, sociale, d'une réalité psychologique des États-Unis des années 60. Et ce qui me semblait nécessaire de faire, en fait, c'était de réactualiser ce témoignage 60 ans après. Parce que si Baldwin, dans la première partie de son livre, il s'adresse à son neveu, c'est également pour moi à tous les jeunes noirs qu'il s'adresse. Et cette lettre peut s'adresser à tous les jeunes noirs du monde entier. Les thèmes qui y sont abordés résonnent malheureusement toujours avec la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et voilà, en fait, c'est une vérité que je trouve quand même assez sinistre, que 60 ans après, quand on relit ces mots qui s'adressent à son neveu de 14 ans, où il essaie de lui expliquer avec beaucoup de fermeté, mais beaucoup de sincérité aussi, ce que c'est que le fait d'être noir, eh ben, je trouve ça pas normal que 60 ans après, on puisse relire ces mots et se reconnaître en fait dans ce qu'il dit. Et c'est ça qui m'a poussé du coup à faire ce film. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, moi je suis métisse, donc j'ai la double nationalité. Et du coup, de ce fait, je me suis intéressé très tôt à l'histoire des Afro-Américains. C'est une partie de mon histoire qui me fascine. Je pense que c'est important de savoir d'où on vient. Et donc du coup, je m'y suis intéressé très tôt. Et ce qui me fascine aussi, c'est cette capacité de résilience qu'a mon peuple à se reconstruire. Et c'est un combat pour moi qui dure depuis bien trop longtemps, depuis le début des États-Unis même. Et c'est pour ça du coup que j'ai commencé à lire des livres, à regarder des films, à des documentaires qui m'ont fait grandir et qui ont façonné en fait ma vision du monde et du racisme qui y sévit. Comme je vous l'ai dit, je suis tombé amoureux des écrits de Baldwin. Et toutes ces œuvres ont participé en fait à ma construction, et il m'a vraiment guidé à devenir et à être la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est tout d'abord un hommage que j'ai voulu rendre à Baldwin. Donc dans le processus pour réaliser Noir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû
Choisir, sélectionner, donc non sans grande difficulté parce que j'avais beaucoup de matière, des parties du texte qui m'ont le plus parlé et qui résonnaient avec ce que j'avais envie de dire. Donc après ça relève totalement de ma sensibilité propre et du coup je vous invite tous et toutes à faire votre propre lecture de cette œuvre afin de saisir déjà l'intégralité de sa pensée. Si vous n'avez pas eu l'occasion de faire, vraiment penchez-vous sur La prochaine fois le feu de James Baldwin. Et les extraits que j'ai choisis, que vous pouvez entendre dans le court-métrage que j'ai enregistré, c'est des extraits qui sont empreints de mon interprétation, même si j'ai essayé d'être le plus proche du sens. Et si vous voulez, le livre est séparé en deux parties. Donc la première partie, c'est Et mon cachot trembla. C'est une lettre qui, comme je vous l'ai dit, a été écrite à son neveu à l'occasion du centenaire de l'émancipation aux États-Unis. C'est une lettre courte qui est vraiment frappante. Et la deuxième partie du livre, du coup, qui s'étale plus au pied de la croix, est plus un essai, une lettre d'une région de l'esprit de Baldwin. Donc c'est plutôt une lettre qui s'écrit à lui-même. L'assemblage de textes sur lequel j'ai travaillé pour le court-métrage mélange les extraits des deux parties que j'ai assemblés, que j'ai un peu modifié. J'ai rien changé dans le texte, mais j'ai modifié les passages, j'en ai collé les uns aux autres pour raconter l'histoire que moi je voulais raconter. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu séparer du coup le film en deux parties, comme le livre. Donc la première partie, c'est avec les peintures de l'artiste Daniel Gombi-Bocchino, et c'est celle où j'ai voulu faire entendre ma colère et ma douleur. Cette partie, elle commence par une phrase de Baldwin où il dit « C'est là le crime dont j'accuse mon pays et mes concitoyens ». Donc c'est une phrase accusatrice, pour commencer. C'est un message fort que j'ai voulu passer, qui est conscient. Baldwin et moi, nous dénonçons un crime, la destruction de vie de tout un groupe de personnes en fait, qui sont soumis à des règles. Et comme le dit Christiane Taubira dans la préface, ces personnes qui sont soumises à des règles ne sont pas en situation de participer à l'élaboration de ces règles. Et c'est là où il est le problème. Parce que le problème, il est toujours là aujourd'hui, et c'est ça qui explique en fait la persistance du racisme. Les personnes au pouvoir qui exercent une domination ne veulent pas se séparer de ce pouvoir. Parce que qui dit pouvoir dit confort. Et c'est également ce que dit Baldwin dans le texte. La seule chose que les Blancs ont, que les Noirs pourraient vouloir également, ou pourquoi ils pourraient les jalouser, c'est le pouvoir. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai incorporé à cette introduction de texte où l'auteur parle des Noirs, en fait, de leur capacité à la résilience, à l'amour qu'il a pour son peuple. Il dit les mots non pas à cause de leur couleur, mais à cause de leur intelligence, de leur force spirituelle et de leur beauté. Et c'est tout ce passé, en fait, cette rage, cette douleur, mais aussi cette incroyable force et cette beauté que j'ai voulu mettre en avant, en fait, dans cette première partie. C'est également les mots que je viens de dire, une rage, une douleur, une force, une beauté. C'est des mots qui me viennent à l'esprit quand je vois les peintures de Daniel. Parce que quand on regarde ces peintures, c'est des thèmes qu'on retrouve, des couleurs vives, des corps, des visages avec des expressions de fierté ou de douleur, des regards, moi personnellement, qui m'ont transpercé, des crânes, des mains enchaînées, des images parfois violentes et qui portent elles aussi un message de vérité qu'on ne peut plus se permettre d'ignorer. Et Daniel, en plus d'être une artiste que j'admire, est une amie. C'est en fait la mère d'une de mes meilleures amies, que j'admire beaucoup, avec qui j'ai des conversations qui me portent vers le haut. Et je vous invite à aller voir du coup son travail de plus près. Ces tableaux sont de tailles différentes, certaines sont gigantesques. Les images et les vidéos ne permettaient pas de leur rendre hommage comme j'aurais voulu. Ça permet pas de retranscrire ça, mais je vous jure que les tableaux sont vraiment immenses. Et la première partie, elle se termine du coup par cette phrase, et je le répète, le prix de la libération des Blancs, c'est la libération des Noirs.
la libération totale dans les villes, dans les campagnes, devant la loi et dans les esprits. Et donc du coup, Baldwin le répète, et je le répète aujourd'hui en 2020, parce que je trouve que cette fausse libération, les gestes symboliques, ce qu'on appelle le progrès, les progrès que l'on félicite en fait avec beaucoup trop d'aisance, c'est des choses qui ne sont pas, selon moi, suffisantes. Cette libération dont il parle, elle n'est pas réellement faite, et c'est ce que nous recherchons, et c'est ce que nous réclamons aujourd'hui. Et c'est également cette libération que j'évoque aussi au début et à la fin du film, avec cette phrase « Nous ne serons libres que le jour où les autres le seront ». Ensuite, dans la deuxième partie, c'est un choix que j'ai fait, que ce soit même dans le ton de la voix off, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus contemplatif, beaucoup plus tendre. La voix off, elle est moins empreinte de mon émotion et de mon interprétation, plus dans le ton d'une lecture ou d'une parole solennelle qui est rapportée. Et elle commence par la phrase « Et tu étais là pour être aimé ». Et donc du coup, c'est des mots qu'il adresse à son neveu. Et je cite encore la préface de Christiane Taubira, qui dit que si nous écrivons une telle lettre, est-ce que nous saurions le faire avec autant de tendresse et tout bien considérer une telle sérénité quant à celle que nous pourrions écrire à une nièce. C'est aussi un choix que j'ai fait de collaborer avec des artistes noirs et bordelais, et principalement des femmes. C'est une sorte d'hommage que j'ai voulu faire aux femmes noires qui sont victimes, malgré elles, d'intersectionnalité. Et c'est des femmes dont je voulais montrer non seulement la force, parce qu'on colle souvent cette étiquette de femme forte sur les femmes noires, mais je voulais aussi montrer leur vulnérabilité et leur créativité. Des femmes qui m'entourent, des femmes et des artistes noirs qui m'entourent et qui, selon moi, on ne reconnaît pas assez leur talent, et c'est pour ça que j'ai voulu faire également ce court-métrage. C'est un moyen pour moi de montrer au monde l'étendue du talent des artistes qui partagent mon quotidien. Et c'était également un choix pour moi de montrer un être humain à la caméra qu'en deuxième partie du court-métrage. Parce que la première partie, elle explique la colère dans laquelle nous nous trouvons. Mais quels sont... Pour moi, c'est quelque chose d'intemporel, comme je disais, qui dure depuis bien trop longtemps. Et du coup, la deuxième partie, pour moi, c'est quelles en sont les répercussions aujourd'hui. En quoi les jeunes noirs, ainsi que le neveu de Baldwin dans les années 60, se retrouvent mêlés à cette histoire en fait qui les dépasse. Et c'est à travers la danse que j'ai voulu illustrer cette idée. Donc La femme sur la plage, interprétée par Roxane, c'est venu d'une idée que j'ai lue en lisant Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon. Donc c'est un livre qui analyse en fait les répercussions du colonialisme sur le rapport entre les noirs et les blancs, et surtout sur le rapport que les noirs ont avec eux-mêmes par rapport aux blancs. Du coup, ce personnage qu'on voit dans la deuxième partie, que j'imagine un peu comme une sorte de guerrière, c'est tout d'abord une sorte d'allégorie en fait de la perte de qui l'on est vraiment, de l'aliénation, de la frustration qui en découle. C'est un être qui est un peu victime de la dépossession de sa personnalité de noir, due à une identification à l'exemple blanc, à la façon dont il faudrait se comporter pour être accepté par les blancs. Et donc du coup, elle cache sa véritable essence derrière un masque, le masque d'argile, qu'elle ou que la société lui force à garder. Et le masque est aussi de couleur blanche, car j'ai voulu rendre hommage au masque d'argile utilisé dans certaines populations en Afrique, notamment lors de rituels. Le blanc, c'est la couleur du début, c'est la couleur de la fin. Il peut évoquer la naissance, il peut évoquer la mort. Et donc du coup, dans cette danse, il y a le passage avec la musique. Donc la musique, c'est un négro spirituel qui s'appelle Wade in the Water. Et selon certaines sources, et selon peut-être une légende urbaine, c'est un chant qui aurait été utilisé pour guider les esclaves voulant échapper aux États esclavagistes du Sud en suivant l'Underground Railroad. L'Underground Railroad, c'est tout un système, tout un chemin qu'il y avait de réseaux, en fait, de cachettes, afin de guider les esclaves vers les États du Nord où l'esclavage n'existait plus.
Et pour moi, en fait, ce chant, c'est un peu la représentation de la nécessité d'être enfin acteur de sa propre vie, de se réapproprier son histoire et d'être libre. Donc c'est une chanson qui est liée à l'histoire d'Harriet Tubman. Et, elle faisait également, cette chanson, partie du spectacle Revelations de la compagnie Alvin Ailey, qui est une compagnie où il y a beaucoup d'Afro-Américains aux États-Unis. Et du coup, le passage dans l'eau, c'est une sorte de renaissance. J'ai collaboré avec deux artistes, du coup Warren et Yasmina. On a enregistré plusieurs voix pour donner un effet de chorale. Et en fait, les voix qui répètent les paroles de la musique Wade in the Water, qui se traduit par Viens patauger dans l'eau, c'est des sortes, pour moi, c'est des guides, c'est des voix bienveillantes qui conseillent la jeune femme, qui lui indiquent que c'est dans l'eau qu'elle pourra se libérer de ses chaînes. Et comme le disait Martin Luther King, vous avez le devoir d'être libre. Et donc pour moi, du coup, ce que j'ai voulu exprimer, c'est donc le fait que cette femme, elle avait le devoir d'aller dans l'eau, de se séparer de ce masque qui la contraint et qui la limite. Et ça résonne encore une fois avec le texte de Baldwin, où il dit que l'amour arrache les masques sans lesquels nous craignons de ne pas pouvoir vivre. Donc si on enlève le masque, on a l'impression qu'on ne peut plus vivre. Mais c'est aussi des masques derrière lesquels nous savons qu'on est incapable de le faire. Parce que si on a un masque, on se cache et on n'est pas dans la capacité de montrer qui on est vraiment. Pour moi, je serai toujours reconnaissant. C'est un souvenir immense que j'ai d'avoir tourné cette partie à la plage. Premièrement, d'un point de vue purement esthétique, parce que j'ai toujours adoré l'eau et l'océan, mais également d'un point de vue symbolique. J'adore tout ce qui est symbole. Pour moi, l'eau, c'est très important parce que ça représente plusieurs aspects dans différentes croyances du monde. L'eau, elle est purificatrice, elle est destructrice, elle est vitale, elle est guérisseuse, elle est protectrice. C'est également utilisé dans beaucoup de rituels, également dans beaucoup de religions. Donc pour moi, il n'y avait aucun aspect religieux. Ça peut faire penser à un baptême. Pour moi, c'était juste un retour aux sources, le fait de pouvoir enlever ce masque et en ressortir afin d'être qui on est vraiment, de montrer son essence et l'amour qu'on a pour soi. Et toujours de façon symbolique, c'était aussi très très fort de tourner cette scène dans l'océan Atlantique, étant donné que c'était proche de Bordeaux et que Bordeaux est l'un des plus grands ports négriers d'Europe. Ça signifiait beaucoup pour moi. Voilà, je pense que je vais terminer en parlant de ce qui m'a poussé vraiment à faire ce film. Ça m'est venu en fait pendant la vague d'indignation qu'il y a eu internationalement après après le meurtre de George Floyd. Je suis d'habitude j'ai plutôt tendance à garder mes émotions pour moi, à les filtrer, surtout quand elles sont négatives, parce que j'ai envie de faire attention à moi et à mon bien-être. Mais je sais que comme pour beaucoup de personnes, cet événement, ça a un peu été comme une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et du coup, j'ai senti tellement d'émotions qui naissaient en moi. J'ai senti de la colère, j'ai senti beaucoup de tristesse, j'ai senti de la rage, j'ai senti de la frustration. Je me sentais inutile, confiné chez moi à Bordeaux. J'avais envie d'être aux États-Unis, de pouvoir faire entendre ma voix, de crier dans la rue. Euh, Même si les manifestations parfois ne sont pas très utiles. Et voilà, en fait, j'ai voulu parler d'un sujet qui me touche et j'ai voulu y apporter en fait ma sensibilité et la beauté que je vois dans le monde et dans l'art. Parce que le racisme, pour moi, c'est une réalité qu'il est temps que tout le monde admette. C'est plus possible, voilà, de vivre dans un système et d'être habitué à un système de hiérarchie qui fait que les Noirs soient plus en difficulté et occupent des emplois qui sont moins considérés, qu'ils soient davantage exposés aux violences policières, aux risques d'incarcération, euh, ou même pour le simple fait de trouver un logement. Pour moi, c'est un fléau social qui est issu de notre histoire commune, qui a créé et qui crée toujours aujourd'hui des discriminations qu'on ne peut plus se permettre d'ignorer. Et pour moi, ça ne suffit plus d'être spectateur, il faut prendre parti et il faut agir. On ne peut plus dire je ne suis pas raciste, il faut dire je suis antiraciste et se battre contre ça. Et c'est tout un chemin de déconstruction. Le racisme ne concerne pas que les Noirs, il concerne tout le monde, il concerne les Noirs et les Blancs et toutes les autres couleurs également. C'est quelque chose
contre lequel il faut se battre collectivement. J'en suis persuadé. C'est également ce que dit Baldwin dans le film, que c'est à force d'amour qu'on va pouvoir vaincre tout ce qui a à voir avec la haine. Et donc du coup, voilà, j'ai fait ce film parce que j'en ressentais le besoin. C'est une sorte d'acte de rébellion, d'acte créateur, d'acte de beauté. C'est un acte pour agir à mon échelle, pour apporter ma pierre à l'édifice que je sens qu'on est en train de construire pour détruire le racisme. Et, euh, et je n'ai pas la prétention de dire que ça va changer le monde, que ça va éliminer le racisme. Mais voilà, ça a donné l'occasion à pas mal de personnes déjà de lire ce livre. Ça a ouvert pas mal de discussions. Et donc du coup, rien que ça, en fait, rien que le fait d'avoir touché une personne, pour moi, c'est quelque chose qui me touche énormément et dont je suis fier. Et c'est ce vers quoi je tends dans mes projets artistiques futurs. Le fait de créer des œuvres qui fassent un peu bouger les choses, qui fassent réfléchir les gens, leur faire réfléchir sur leur place, sur leur comportement dans le monde, sur le regard qu'ils portent sur eux-mêmes et donc du coup sur les autres. Et c'est peut-être utopiste, mais c'est mon intention. Voilà, je suis un artiste, je suis un peu un rêveur. Et je le répète aussi, de rendre hommage à James Baldwin, de donner envie aux gens de se pencher sur ce livre. Pour moi, c'est notre responsabilité collective de lire un livre comme ça et de lire d'autres livres sur ce sujet, afin de pouvoir éradiquer le racisme. Ces propos, comme je l'ai dit, résonnent toujours 60 ans après. Et donc du coup, ben voilà, ça pose la question de pourquoi est-ce que ça résonne toujours et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé mon court-métrage, de m'avoir écouté sur mon processus de création et sur ce qui m'a poussé à faire ce court-métrage. Je remercie énormément la Maison de l'Afrique à Nantes. J'espère avoir l'occasion prochainement de vous rencontrer en vrai et de pouvoir continuer à collaborer avec vous. Et je suis curieux du coup de retours ouvert également au retour, qu'il soit positif ou négatif. C'est une œuvre d'art, donc je suis pas, même si c'est mon bébé et que j'ai travaillé sur ce projet pendant longtemps, je ne mêle pas l'ego à la création. Du coup, voilà, si jamais vous souhaitez engager une discussion ou me faire des retours, c'est avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.